Mars 1945. La guerre était censée être finie. L'armée allemande s'effondrait. Des chars américains pénétraient profondément en Bavière. Mais lorsque les soldats de la 45e division d'infanterie américaine approchèrent la ville d'Aschenberg, ils virent de quelque chose qui les fit arrêter leur jeep. Ils levèrent d'essayer les yeux vers les lampadaires qui bordaient toute la rue. Suspens pendaient des corps. Ce n'étaient pas des soldats. Ce étaient moitié des civils, des hommes âgés, des femmes, même quelques adolescents. Ils avaient ouvrabé des pancartes pendues autour de leur cou. Les pancartes lisaient « Ici pend un traître », parce qu'ils croyaient en les Américains. Ces gens n'avaient pas combattu les Américains, ils avaient simplement tenté de se rendre. Ils avaient hissé des draps blancs à leurs fenêtres pour sauver leur maison. Et pour cela, leur propre commandant allemand les avait exécutés. Les soldats américains fixaient les corps qui se balançaient. Ils n'étaient pas tristes. Ils étaient furieux. Ils regardèrent la ville devant eux, une cité fortifiée médiévale, belle, historique, et ils prirent une décision. Ils n'allaient pas prendre Schaffenburg. Ils n'allaient pas risquer leur vie dans des combats dans les maisons pour une ville qui avait tué ses propres habitants. Le commandant américain prit la radio. Il appela l'artillerie lourde. Il ne demanda pas une frappe de précision. Il demanda tout. Il dit effectivement « Aplanissez-la, transformez chaque bâtiment en poussière. S'ils veulent mourir pour Hitler, aidons-les. » Voici la véritable histoire de la destruction de Schaffenburg, le jour où l'armée américaine cessa de jouer selon les règles. Le jour où ils rencontrèrent un major nazi fanatique qui refusa d'abandonner et le châtiment explosif, brutal qu'ils infligèrent à sa ville. Pour comprendre pourquoi une ville fut effacée de la carte, il faut rencontrer le méchant, le major Émile Lambert. Lambert n'était pas un soldat ordinaire, c'était un fanatique, un vrai croyant du national-socialisme. D'ici mars 1945, la plupart des officiers allemands savaient que la guerre était perdue. Il tentait de se rendre avec dignité, mais pas Lambert. Il avait reçu le commandement d'Aschaffenburg, une ville sur le fleuve principal, et il avait reçu un ordre personnel d'Adolf Hitler. Festung Aschaffenburg, forteresse Aschaffenburg, défendre jusqu'au dernier pierre. Lambert a pris ceci littéralement. Il ne se souciait pas des civils, il ne se souciait pas de l'histoire de la ville, il ne se souciait que d'obéissance. Il rassembla ses troupes. Il ne restait pas beaucoup de soldats au régulier. Alors il rassembla le Volkssturm, la tempête du peuple, des hommes âgés avec des fusils de chasse, des garçons issus de la jeunesse hitlérienne à peine âgés de 15 ans et des soldats convalescents sortis des lits d'hôpital. Il leur lança un ultimatum terrifiant. Quiconque tentera de se rendre sera fusillé. Quiconque agitera un drapeau blanc sera pendu. Nous lutterons jusqu'à ce que les Américains soient morts ou que nous soyons morts. Les habitants de la ville furent terrorisés. Ils virent les chars américains approcher. Ils voulaient sauver leurs enfants. Alors, discrètement, derrière des portes closes, ils cousirent des drapeaux blancs. Mais Lambert avait des espions partout. Le matin où les Américains arrivèrent, les escouades d'exécution de Lambert parcouraient les rues. Ils traînaient les gens hors de leur maison et les pendraient. Quand les Américains arrivèrent, ils ne virent pas une ville qui se rendait. Ils virent une ville prise en otage par un fou. La 45e division d'infanterie américaine, les Thunderbirds, arriva le 30 mars. Ils étaient confiants. Ils pensaient que ce serait facile. Une autre ville, une autre reddition, pensaient-ils. Ils envoyèrent une petite force d'infanterie dans les banlieues. Ils marchèrent dans les rues calmes. Les fenêtres étaient fermées. Les magasins étaient fermés. Soudain, un coup de feu retentit, puis une mitrailleuse, puis le rugissement d'un roquette de Panzerfaust. Les Américains se ruèrent à couvert. Ils recevaient des tirs de partout, de la cloche d'église, des fenêtres du sous-sol, des égouts. Mais ce n'était pas seulement des soldats qui leur tiraient dessus. Les Américains furent bouleversés de voir qui tirait. Des civils, des hommes âgés en costume, des femmes laissant tomber des grenades des toits, des enfants tirant des fusils. Le major Lambert avait forcé toute la population à se battre. Il leur disait que les Américains les massacreraient s'ils se rendaient. Il transforma les civils en combattants. Les soldats américains furent confus. Ils ne voulaient pas tirer sur des femmes, ils ne voulaient pas tirer sur des enfants.
Ils hésitèrent. Et parce qu'ils hésitèrent, ils moururent. Les pertes s'accrurent. Des chefs d'ambulance couraient d'un endroit à l'autre. La victoire facile s'était changée en broyeur de viande. Les commandants américains se réunirent dans un poste de commandement hors de la ville. Ils étaient en colère. Ils avaient perdu de bons hommes face à des civils qui auraient moins dû se rendre. Puis les rapports sur les pendaisons arrivèrent. Les éclaireurs signalèrent des corps de citoyens allemands pendus sur la place du village, tués par Lambert pour avoir tenté d'arrêter les combats. Cela changea tout. L'humeur passa de libération à punition. Le commandant américain regarda la carte d'Aschenburg. Il regarda le château Schloss-Johannesburg, une immense forteresse de pierre dominait la ville. C'est là que Lambert se cachait. Le commandant américain prit une décision. Il n'allait plus envoyer d'autres garçons mourir dans ces rues étroites. Il n'allait pas jouer à chevalier et château. Il allait utiliser la technologie, la force brute. Il demanda le gros matériel. Le long tome de 15 mm, les attelages d'artillerie M12, de monstrueuses pièces d'artillerie autonomes conçues pour péter des bunkers en béton, et l'aviation. Il lança un nouvel ordre à ses troupes. « Repliez-vous, sortez des rues. Nous n'allons pas prendre cette ville. Nous allons la démolir. » Dès le soir, le bombardement commença le matin suivant. Ce n'était pas une frappe tactique, c'était une effaceuse. Les Américains alignèrent leurs gros canons sur les collines surplombant la ville. Ils tirèrent à bout portant. D'ordinaire, l'artillerie tire en arc sur une grande distance, mais ici, ils abaissèrent les workhouse les canons. Ils tirèrent droit sur les bâtiments. C'était une destruction systématique, bloc par bloc, maison par maison. Les obus de 1155 mm s'écrasèrent dans les maisons médiévales à ossature en bois. Les bâtiments ne se brisèrent pas simplement, ils se désintégrèrent. Un incendie éclata. La ville commença à brûler. Dans le ciel, des P-47 Thunderbolt plongeaient. À l'intérieur de la ville, c'était l'apocalypse. Le major Lambert resta assis dans son bunker sous le château. Il ordonna à ses hommes de tenir. « Les Américains sont faibles », cria-t-il. « Ils ont peur d'entrer. » Mais les Américains n'avaient pas peur. Ils n'étaient que efficaces. Ils réalisèrent qu'il n'y avait aucun intérêt à mourir pour une ville qui voulait lutter. Un sergent américain écrivit dans son journal « Nous étions simplement assis sur la colline et nous regardions brûler. Après avoir vu ces corps sur les poteaux, je ne ressentis rien. Ils se l'avaient eux-mêmes infligé. C'était l'une des décisions les plus controversées de la guerre. Détruire une ville entière pour sauver des vies américaines. Était-ce justifié ou s'agissait-il d'une force excessive ? Nous vous apportons les questions difficiles de l'histoire. Si vous voulez la vérité sans censure, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Rejoignez-nous sur la ligne de front. Après des jours de bombardement, la ville était en ruine. Mais le château Schloss-Johannesburg tenait toujours. C'était une imposante forteresse en grès rouge construite au XVIIe siècle. Les murs avaient 8 pieds d'épaisseur. Lambert était à l'intérieur avec ses troupes les plus fanatiques. Les Américains s'avancèrent pour le finir, mais ils n'envoyèrent pas d'infanterie pour prendre les portes d'assaut. Ils amenèrent une voiture à chenille d'artillerie M12. C'était un canon de 1500 mm sur des chenilles de char. Ils le garèrent juste devant le château, à bout portant. Les soldats allemands à l'intérieur regardèrent par les meurtrières. Ils virent le grand canon leur faisant face. Le premier obus toucha la tour principale. La pierre explosa. La poussière emplissait l'air. Les Américains tirèrent à nouveau et encore. Ils perforèrent des trous dans des murs qui avaient tenu 300 ans. Le château prit feu. Le toit s'effondra. À l'intérieur, les blessés hurlaient. Les soldats adolescents pleuraient. Ils suppliaient le major Lambert de se rendre. « Mon maire, nous ne pouvons pas lutter contre un mur de feu. » Mais Lambert sortit son pistolet. Il menaça ses propres hommes, les Kempen. Mais finalement, les hommes en avaient assez. Le matin du 3e avril, les tirs du château cessèrent. Un drapeau blanc apparut d'un trou dans le mur du château. Les Américains tirèrent un instant. Lentement, les soldats allemands sortirent. Ils étaient couverts de poussière rouge provenant du grès. Ils toussèrent. Ils chancelaient. Ils avaient l'air de spectres. Et puis le major Lambert sortit. Il portait toujours son uniforme. Il avait toujours ses médailles. Il marcha la tête haute,
arrogant jusqu'au bout. Il s'approcha du commandant américain, le lieutenant-colonel Felix Sparks, le même Felix Sparks qui libérerait plus tard Dao. Lambert salua. Il essaya de faire un discours sur l'honneur et le devoir. Sparks n'écouta pas. Il regarda les ruines de la ville. Il regarda la fumée. Il regarda les civils morts dans les rues, tués par le refus de Lambert de quitter. Sparks ne rendit pas les saluts. Il ordonna à CMP « Éloignez-le de ma vue avant que je ne le fasse moi-même ». Lambert fut dépouillé de ses armes. On le jeta dans une jeep. Tandis qu'il était emmené, les citoyens survivants d'Aschaffenbourg sortirent de leur cave. Ils ne l'acclamèrent pas. Ils lui crachèrent dessus. Ils le maudirent. « Assassino !» criait-il. « Vous avez détruit notre foyer. La bataille pour Aschaffenberg dura 10 jours. Elle aurait dû durer 10 heures. À cause du fanatisme d'un seul homme, la ville fut détruite à 90%. Des centaines de civils furent morts. Des centaines de soldats américains furent tués ou blessés. Quand le général Patton apprit la bataille, il en fut gravement satisfait. Il visita les ruines. Il regarda les tas de décombres qui avaient été des maisons. Il dit « Mais c'est une bonne leçon. S'ils veulent se battre, voici ce qui arrive. Nous n'échangerons pas des vies américaines contre des immeubles allemands. » Patton utilisa un Schaffenberg comme avertissement pour le reste de la guerre. Chaque fois que la 3e armée s'approchait d'une ville, ils envoyaient un message en avant. « Souvenez-vous d'Asch-Schaffenberg. Rendez-vous maintenant où nous apporterons les lourdes armes. » La plupart des villes se rendirent immédiatement. La destruction d'un Schaffenberg sauva des milliers de vies plus tard dans la guerre, car elle démontra que les Américains ne bluffaient pas. Et que arriva-t-il au major Lambert, l'homme qui pendit son propre peuple? Il ne fut pas traité comme un simple P. Il fut jugé pour meurtre. Pas pour avoir tué des Américains, cela fait la guerre, mais pour avoir tué les civils allemands qui essayaient de se rendre. Il fut déclaré coupable. Il fut condamné à mort. Bien que plus tard, dans la confusion des appels d'après-guerre, sa peine fut commuée en emprisonnement. Il vécut, mais il vécut dans l'opprobre, détesté par ses compatriotes. La destruction d'un Schaffenberg est une histoire brutale. Ce n'est pas une histoire de gloire. C'est une histoire de la logique terrible de la guerre. Les soldats américains ne voulaient pas détruire la ville, mais quand ils virent les corps sur les lampadaires, quand ils réalisèrent qu'ils combattaient un fanatique qui valorisait l'idéologie plus que la vie, ils firent ce qu'ils devaient faire. Ils cessèrent d'être des libérateurs et ils devinrent des destructeurs. Cela rappelle que la clémence a une limite. Vous pouvez pousser un homme bon trop loin et lorsque vous le faites, vous n'obtenez pas une négociation. Vous obtenez une munition de 1500 mm qui traverse votre porte d'entrée. Le commandant américain ordonna la destruction de la ville pour sauver ces hommes. Était-ce le bon choix ou bien un crime de guerre d'avoir nivelé une ville? C'est un débat qui continue. Qu'auriez-vous fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voir l'histoire de la vengeance des soldats américains à Dao, la vidéo est juste ici. Cliquez là maintenant. Merci de regarder.